Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Emmanuel, bienvenue à What Moves You. Je suis vraiment contente de t'avoir ici. Ça fait longtemps que je cherche la bonne personne avec qui avoir cette conversation-là. On s'en parlait un peu micro fermé, mais je suis pas la moins gênée quand on vient à parler de la santé sexuelle, le sexe, tout ça. Ça me sort un peu de ma zone de confort aujourd'hui, mais je veux vraiment que ça soit un des sujets qu'on aborde sur What Moves You parce que ça fait tellement partie de notre quotidien, nos relations, tout ça. Fait que je trouve ça vraiment important d'en parler. Fait que j'espère que les gens vont pouvoir être un peu patientes avec moi pendant que je travaille à travers mon petit gène. Mais autrement, je suis vraiment contente que tu sois là. Une des plus grosses questions que j'ai tout le temps pour les invités, c'est comment tu as commencé ton travail, comment tu t'es rendu à être sexologue maintenant dans la vie puis avoir ta propre pratique. Ouais, ben en fait, la sexologie, tu sais, moi je viens de Québec, puis c'est pas quelque chose qui est très abordé non plus, là, tu sais, je te dirais que moi aussi, avant de rentrer dans le bac en sexologie à Montréal, c'était pas quelque chose, tu sais, que je parlais tellement ouvertement, tu sais, c'est quelque chose de vraiment tabou aussi, mais ce que je trouvais vraiment le fun en lien avec ce programme-là, que j'ai vraiment choisi juste pour les cours, parce que honnêtement, j'avais aucune idée de ce que ça faisait une sexologue, comme avant de terminer mon bac presque, là, ou avant la moitié peut-être, là. Mais c'est que ça mélangeait vraiment ce qui était plus santé, il y avait des cours d'anatomie, de biologie, ce qui m'intéressait vraiment, puis ça mélangeait beaucoup tout ce qui était de relations d'aide, l'aspect aussi psychologique. Combinaison-là entre tout ça, je trouvais ça vraiment intéressant, puis tout ce qu'on apprenait aussi par rapport aux différentes oppressions et autres. En tout cas, il y avait vraiment une variété de cours que je trouvais vraiment complet puis qui m'intéressait, fait que je me suis dit pourquoi pas, tu sais, aller essayer voir qu'est-ce que ça peut donner en n'ayant pas trop d'idées de c'était quoi un peu les perspectives là-dedans. Puis finalement, ben au fil du bac, j'ai découvert c'était quoi les différents emplois qu'on pouvait faire, tu sais, comme sexologue. Puis après, j'ai été faire un stage en République dominicaine comme une de mes premières expériences là auprès des jeunes en éducation à la sexualité. Ouais, ça a été vraiment une belle expérience, puis pas mal justement ma première vraiment en santé sexuelle. Puis ensuite, j'ai travaillé dans un organisme communautaire au MIELS en prévention du VIH. Fait que j'ai beaucoup travaillé avec les personnes de différentes cultures, aussi les différences culturelles. Puis ça, c'était vraiment un aspect qui m'intéressait, tu sais, dans la santé sexuelle, de voir comment est-ce que notre culture influençait notre perception, notre façon d'en parler ou de pas en parler ou de laver aussi. Fait que finalement, après ça, j'ai décidé de partir de ma pratique privée pour être capable de travailler sur plein de projets différents, là, parce que j'aime faire vraiment plein de choses différentes. Fait que là, j'ai commencé ma pratique privée, les consultations, mon podcast aussi, Carani, puis je fais plein de projets en même temps. Puis c'est vraiment ça que j'aime faire, mais toujours en lien avec la santé sexuelle, puis tu sais, briser les tabous justement, parce que c'est tellement pas quelque chose qu'on a appris à parler puis qu'on est habitué de parler, tu sais, fait que c'est normal là, justement comme tu disais de pas être à l'aise, puis tu sais même moi des fois j'en parle à tous les jours maintenant, fait que tu sais des fois j'oublie un peu que pas tout le monde, mais tu sais ça reste que je comprends que il y a encore des choses que tu sais c'est difficile à aborder puis c'est nécessaire, mais on n'est pas encore très habitué là, je pense, même si on de plus en plus, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, tu sais. Ouais, absolument. Je trouve ça important que tu dises que, tu sais, même toi, en rentrant dans le programme, tu savais pas c'était quoi trop une sexologue, qu'est-ce que tu pouvais faire, parce que je pense que, tu sais, c'est pas que la job est tellement, c'est pas nouveau, là, ça existe depuis toujours, mais je pense que, justement, grâce au fait que là, on commence à rouvrir ces conversations-là, je pense qu'il y a des gens qui ont appris pour la première fois que ça existait, une sexologue, tu sais, c'est pas typique que quelqu'un va aller dans son bureau de médecin de famille, tu sais, hey, je pense que, tu sais, on le savait pas. J'aimerais un peu aller pour juste mettre une belle introduction aux gens qui écoutent, qui seront là, je dis, j'ai jamais entendu parler d'une sexologue, je sais pas qu'est-ce que ça peut faire, où ça peut venir m'aider. Peux-tu nous expliquer un peu les différents rôles que peut avoir une sexologue dans dans une perspective genre consultatif. Puis est-ce qu'il y a des misconceptions que les gens ont d'une sexologue que tu aimerais aller déconstruire tout de suite en partant?
Ouais. Ben oui, vraiment, c'est chouette que tu poses la question parce que souvent, justement, quand on pense à une sexologue ou la sexologie ou la sexualité, je pense que la vision qu'on en a, c'est vraiment restreint. Tu sais, les gens pensent que tout ce qu'on aborde, c'est comme les relations sexuelles, tu sais. Puis c'est sûr que moi, ben, je vais me concentrer principalement sur des enjeux en lien avec le désir ou la sexualité dans les couples, mais c'est vraiment large tout ce qu'on peut aller aborder comme sexologue. Puis tu sais, tout ce qui est des relations interpersonnelles, quand même principalement, tu sais, des relations significatives, relations amoureuses, c'est tout quelque chose qu'on va pouvoir aller aborder en consultation aussi. Des orientations sexuelles aussi, des questionnements par rapport à ça, c'est toutes des choses qu'on peut aller regarder aussi, par rapport à l'identité de genre, en lien avec, par exemple, certaines dépendances, tu sais, à la pornographie ou en lien avec certains comportements sexuels, par exemple, qui vont être un petit peu plus problématiques ou qui vont avoir des impacts dans la vie de la personne. Mais ça rentre vraiment dans l'intimité au sens large, puis dans les relations aussi, tu sais, de façon plus large, vraiment au-delà de ce qu'on en pense souvent quand on pense homosexualité. Non, absolument. Puis la première chose qui m'a venue en tête quand tu m'as dit ça, c'est, tu sais, justement, là, tu viens de nommer tellement plein de choses que quelqu'un pourrait venir te voir pour. Pour essayer d'aller créer un peu un safe space pour les gens qui écoutent maintenant, qui vont, tu sais, qui sont peut-être un petit peu antsy, qui sont peut-être pas sûrs, est-ce que je veux vraiment m'embarquer là-dedans? Est-ce que tu pourrais nous nommer, tu sais, les choses vraiment communes que tu vois en pratique, que les gens viennent te voir pour un peu aller montrer aux gens que, tu sais, on n'est pas tout seul là-dedans, puis que c'est vraiment pas une chose qu'il faut avoir honte de ces choses-là, qu'on peut en parler puis que c'est normal. Ouais. Dans ce qui revient le plus, puis tu sais, c'est ça va vraiment dépendre des spécialités des gens aussi, là, mais moi, je dirais que c'est avec quoi, tu sais, je me suis plus spécialisée dans la dernière année, puis ce que je reçois le plus. Moi, je fais beaucoup de couples, fait que ce qui revient énormément, c'est l'écart de désir, ça c'est certain, ou la baisse de désir, ou le fait de plus ressentir du désir, tout ce qui touche au désir sexuel, là, je dirais que c'est quelque chose qui revient vraiment souvent. Aussi, en lien avec, par exemple, la consommation de pornographie aussi, ou comme la dépendance, ça c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup, je dirais. Puis, sinon, moi, je prends des mandats IVAC aussi, par exemple. Fait que c'est pour les victimes, indemnisation pour les victimes d'actes criminels. Fait que des personnes qui ont vécu des agressions, par exemple, des agressions sexuelles, des situations de violence conjugale, dans le processus un petit peu de reconstruction, là, à la suite de ça, pour être capable de se retrouver dans des relations saines. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui revient quand même beaucoup. Tu sais, des fois, c'est le motif principal de consultation. Des fois, ben, le motif est d'autres choses, comme le désir ou la relation de couple. Puis finalement, ben, c'est quelque chose qu'on finit par travailler aussi parce que, ben, ça ressort, tu sais, au fil des rencontres. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qui revient aussi. Je pense que ça pourrait être pratique pour les gens si on dissecte un peu chaque chose que tu viens de nommer, sachant que c'est peut-être quelque chose les plus communs. Fait que sur ton premier point du désir, right? Ça a vraiment de l'air d'être ton focus ou que tu mets le plus de ton énergie, tout ça. Est-ce que... en fait, t'as commencé avec l'écart de désir. Fait que ça, comment ça peut se manifester? Puis qu'est-ce qu'on fait quand on se trouve dans cette situation-là? Parce que effectivement, même moi, je l'ai vécu, que ça soit grâce à un problème de santé, un changement hormonal. Il y a tellement plein de choses qui peuvent impacter ça. Fait que je vais te laisser commencer, puis après ça, j'ai des petites notes que j'aimerais rajouter. Ouais. Mais en fait, souvent, les gens vont arriver dans mon bureau, vont m'écrire, puis vont avoir l'impression que le problème, ça va être vraiment l'écart de désir. T'sais. Fait que je pense que la première chose à comme mettre sur la table, c'est que le désir, ça fluctue, puis c'est normal d'avoir un écart de désir dans le couple. T'sais, si on s'attend à pas en avoir, c'est pas nécessairement réaliste là, comme attente, là, parce que c'est sûr que justement, c'est quelque chose qui va varier dans le temps, qui dépend de tellement de facteurs. Souvent aussi, on va avoir l'impression où on va vouloir peut-être un partenaire ou l'autre mettre le blâme sur une chose. Tu sais, les gens viennent pis là, bon, ben, c'est plus désir à cause de ma contraception, pas à cause de telle chose. Mais souvent, c'est beaucoup plus multifactoriel, puis avoir une petite baisse de désir va faire en sorte que là, déjà, un écart va se ressentir, puis on va facilement rentrer dans des dynamiques en couple qui vont comme renforcer cet écart-là. Puis c'est dans la façon dont on va le gérer, dans le fond, que ça va devenir problématique. Tu sais, quand ça va entraîner des frustrations qui vont avoir des impacts sur la sexualité, beaucoup de culpabilité, quand ça va nous amener à éviter la sexualité parce qu'on a peur d'exciter l'autre personne, de faire des attentes, ou l'autre personne va éviter parce que là, c'est plus comment initier, parce que il est tanné
de se faire refuser ses avances. Fait que c'est comme plus ça qui va faire en sorte que ça va vraiment venir renforcer l'écart, tandis qu'il y a des trucs qu'on peut avoir pour mieux gérer ça, diminuer la pression, puis que la sexualité devienne pas quelque chose qu'on est plus capable d'aborder puis qui nous éloigne de plus en plus, dans le fond. Non, absolument. Puis même, quand je te dis qu'il y avait des points que je voulais rajouter, en fait, je partage mon expérience en espérant un peu rouvrir la conversation pour les autres aussi. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, ce sera pas nouveau. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, dans les dernières années, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé un peu plus chroniques qui ont vraiment tout affecté, déboussolé, là, mes hormones, mon énergie, vraiment tout ça en même temps. Puis naturellement, quand ton corps se bat pour être en santé, les choses moins essentielles à ta survie vont aller de côté. Réellement, le désir sexuel a fait partie de ces choses-là. Puis il y a tellement eu de moments que j'ai ressenti toutes les émotions que tu viens de nommer, tu sais, de culpabilité. Le fait de ne pas pouvoir, tu sais, être cette personne-là pour mon conjoint à ce moment-là. Ou de, tu sais, on a vraiment l'impression que non seulement c'est un de nos besoins humains, mais c'est un de nos rôles, nos responsabilités dans une relation aussi. Fait qu'en même temps, de pas pouvoir être capable de donner ça à l'autre, là, ça crée un peu un cycle. Puis moi, dans mon expérience, ça m'a aussi, non seulement la communication, c'est importante, mais ça m'a aussi amené à réfléchir différentes façons qu'on va créer dans un couple cette intimité. Tu sais, ça, on pense souvent au sexe parce que c'est commun, c'est facile, entre guillemets, mais ça m'a vraiment ouvert les yeux à toutes les autres choses qu'on peut faire pour aller créer ça. Puis j'ai vu tellement de ton contenu qui allait parler justement comment il faut arrêter d'associer tu sais, tous les moments que tu peux passer ensemble avec ça pour aller rebâtir cette intimité-là. Fait que j'espérais que tu pourrais un peu aller déballer ça pour nous puis nous parler de, les techniques que tu as vues qui fonctionnent, comment qu'on peut sortir de ce cycle-là. Puis si quelqu'un est dans une phase de leur vie justement où que pour des affaires de santé ou autres, c'est pas ce que c'était avant ou ils sont pas capables physiquement, tu sais, d'être comme ils souhaiteraient en ce moment de niveau sexuellement, qu'est-ce que la personne peut faire pour aller vraiment quand même créer cette intimité-là dans le couple? Oui. Mais je pense que c'est ça, il y a plusieurs parties aussi, ouais. Je vais essayer d'y aller comme une chose à la fois. Mais je pense qu'une des choses qui va mettre vraiment beaucoup de pression, c'est cette impression-là qu'on doit absolument répondre à tous les besoins de l'autre personne. Puis ça, c'est ce qui vient mettre une pression vraiment énorme, je pense, puis qui va rajouter à la culpabilité, tu sais, parce que ça serait notre idéal de pouvoir répondre à tous les besoins de notre partenaire, mais c'est pas un idéal qui est réaliste, tu sais, c'est pas la responsabilité d'une personne de comme répondre à tous les besoins de l'autre, puis de dépasser ses limites pour le faire, par exemple, puis de pas écouter ses besoins pour répondre à ceux de l'autre. Tu sais, les besoins de chaque personne puis les limites de chacun sont autant importants dans la relation. Fait que ça, je pense que à la base de tout ça, tu sais, c'est important. Puis souvent, les gens vont avoir l'impression, ou ils vont nommer des besoins sexuels, vraiment. Comme si le besoin, puis souvent, ce qui est en dessous de ça, c'est l'envie d'avoir de la pénétration. Tu sais, c'est qu'on va souvent limiter la sexualité à l'aspect de la pénétration, plutôt que de voir, tu sais, l'intimité vraiment au sens large, tu sais. Puis ce qui arrive quand on réussit à développer cette intimité-là aussi, ben, c'est qu'il y a certains besoins affectifs qui vont être répondus, tu sais, puis qui vont moins passer par juste le rapport sexuel comme on l'entend, je le mets entre guillemets, là, mais comme on l'entend souvent, tu sais. Fait que déjà, là, ben, il y a plusieurs besoins de la personne qui a peut-être plus de désir qui vont être comblés de cette façon-là. Puis ça va permettre d'enlever une certaine pression puis une culpabilité, tu sais, souvent pour la personne qui a peut-être moins de désir dans le moment. Oui, ça va être de recréer un contexte un petit peu qui va être comme plus favorable au désir. Fait que ça, souvent, pour plusieurs personnes, ça va être un contexte où il y a moins de stress, fait que moins de pression. Fait que déjà, d'aller comme déconstruire toutes ces croyances-là qui nous mettent tellement de pression, puis qui sont la source de cette culpabilité-là un petit peu, tu sais. Puis qui peuvent être aussi un petit peu la source des frustrations de l'autre personne puis des injustices si la personne qui a peut-être plus de désir a l'impression que c'est l'autre personne qui doit répondre à ses besoins. Tu sais, parce que si tout ça relève de l'autre personne, ben tu t'enlèves un petit peu tout le contrôle que tu peux avoir toi-même sur tes besoins. Fait que je pense que c'est aussi une certaine introspection à faire par rapport à ben tu sais, qu'est-ce que j'ai besoin vraiment dans le moment, puis si l'autre personne n'est pas en mesure d'y répondre, ben qu'est-ce que je peux faire moi, tu sais, qu'est-ce qui est dans mon contrôle à moi. Fait que ça aussi, c'est une autre partie. Fait que là, je me suis perdue un petit peu, mais je parlais du contexte. Fait que, tu sais, cultiver un contexte qui va être comme plus propice au désir. Fait que
moins de stress, avoir une relation dans laquelle il y a plus d'affection, tu sais, que la relation aille bien, ça c'est vraiment quelque chose qui va contribuer au contexte puis qui va contribuer à ce que ça soit favorable au désir aussi. Puis un contexte sinon qui va être érotique. Fait que tu sais, apprendre à cultiver un petit peu notre imaginaire érotique, à se connaître, à connaître ça va être quoi nos turn-on, nos turn-off, ce qui va stimuler notre désir, ce qui va le freiner. Ça, c'est toutes des choses qui vont contribuer aussi. Puis pour tu sais, j'imagine que dans tous les clients que tu vois, il y a des couples qui sont super à l'aise de parler de ça avec l'autre, puis d'être vraiment ouverts sur qu'est-ce qu'ils ressentent, les frustrations, la culpabilité, tout ça, pour vraiment travailler ça en équipe. Pour les couples pour lesquels parler de ça ensemble peut être plus difficile, qui savent pas où commencer, que peut-être chacun de leur bord, ils ont tous leurs sentiments, mais qui n'en ont pas parlé. Est-ce que tu as des conseils pour ces gens-là qui veulent, qui veulent travailler avec ça, avec leur partenaire, mais qui savent pas comment rouvrir la conversation? Ouais. Pour les personnes qui ont plus de difficultés, comme parler de sexualité ou à connaître leurs préférences, moi j'utilise beaucoup des outils puis des jeux. Là. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui va venir faciliter. Fait que avec le temps, je me suis bâtie comme plein de ressources d'outils. Fait que souvent c'est ça que je vais partager un petit peu aux personnes en consultation, genre avoir comme des quiz, des questionnaires. C'est plus facile de partir de ça. Puis il y a plusieurs personnes qui m'ont dit justement que ça les avait aidés parce que c'est pas des choses qu'on aurait pensé pensé, tu sais, se poser la question souvent. Fait que des fois, juste d'avoir comme un outil avec des choix de réponse que tu peux partager avec l'autre personne après, ben ça facilite la conversation. C'est comme un point de départ. Puis c'est pas toi qui as posé la question, c'est comme un objet externe, genre une feuille ou tu sais, ou moi par exemple, comme sexologue. Fait que ça aide aussi d'avoir comme ça cet intermédiaire-là en consultation, tu sais, que ça soit avec n'importe quel professionnel, ou de l'avoir des fois comme sur papier ou sur un autre format, là, justement dans des jeux ou autres, ça peut être quelque chose qui aide aussi. Là. Puis vraiment d'y aller une étape à la fois aussi, là, tu sais, c'est sûr qu'on va commencer de façon comme plus large, puis parler de l'intimité, puis après on ira dans les détails plus précis par rapport à la sexualité. Ouais, c'est clair. Puis quand on parle, je pense que ça va vraiment toucher à ton point au début à propos de l'écart de désir, mais je trouve qu'on a un peu une idée, du moins qu'avec le temps, peut-être l'écart de désir, le désir en général, l'interaction va évoluer le plus longtemps qu'une relation, tu sais, continue. Fait que je trouve qu'on entend souvent une des misconceptions que moi j'ai eu pour longtemps, c'était que, tu sais, c'est normal que ton désir pour l'autre personne, ou peu importe, descend avec le temps. Que, tu sais, qu'il y a une évolution naturelle qui se fait le plus long qu'une relation dure. C'est quoi ton expérience avec ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Comment qu'on peut travailler pour, tu sais, garder ce momentum-là dans un couple? Je sais pas si c'est clair, ma question. Ben c'est normal en effet si on c'est normal dans tous les cas mais surtout si on le nourrit pas, tu sais, c'est souvent ça qui va faire en sorte par exemple que l'écart de désir va un petit peu pas nécessairement l'écart de désir mais peut-être que tu sais le désir va diminuer au fil du temps, tu sais, c'est qu'on fera pas nécessairement certaines choses pour le nourrir. Puis des fois les gens vont avoir l'impression qu'en début de relation, c'était comme tellement naturel puis qu'ils faisaient rien pour le nourrir, c'était juste comme là par magie, mais c'est faux, tu sais, c'est juste qu'on le voyait pas ce qu'on faisait. Fait que je pense que c'est de retourner un petit peu à pas se comparer à comment c'était avant là, mais de voir pourquoi avant c'était naturel puis c'était facile dans le fond puis le désir était là spontanément. Ben c'était probablement parce que il y avait un petit peu plus d'attention, il y avait plus de séduction, on se prévoyait des dates, tu sais, peut-être si on n'habitait pas ensemble, ben tu sais on se prévoyait des dates, fait qu'on avait hâte à ces moments-là, ça créait tu sais d'anticipation comme on se faisait des petits scénarios là, même si on s'en rendait pas trop compte, tu sais de la nouveauté, qu'est-ce qui va se passer, on sait pas trop, l'inconnu, la surprise, il y avait beaucoup de choses qui venaient stimuler le désir. Comment on peut recréer ça dans une relation à long terme aussi? Est-ce que ça peut être de réinstaurer qu'on va se mettre des dates de temps en temps? Comment est-ce que, tu sais, c'est quoi un contexte, mettons, érotique qui va stimuler mon désir? Ben, comment est-ce que je peux le recréer? Tu sais, comment est-ce qu'on peut briser la routine puis intégrer de la nouveauté? Tu sais, c'est toutes des choses qui vont contribuer à maintenir ça au fil du temps puis des relations à long terme aussi, là. Absolument. Si quelqu'un a écouté tout ça puis dit j'ai pas le temps pour faire ça, parce que j'imagine que ça doit venir souvent que tu sais la vie quotidienne à un moment donné ça l'embarque, les enfants, la vie de famille, le travail, tout ça, puis qu'il y en a un qui est vraiment prêt à mettre les efforts puis l'autre tu sais j'ai pas le temps pour ça. Est-ce qu'il y a en fait, ça revient est-ce que tu as des conseils pour ça? Qu'est-ce qu'on fait dans une situation de même? Parce que bref,
je pense que tout le monde a le temps, faut juste le mettre en priorité, là, mais bref. Ouais. Ben, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, ça dépend, là. Je comprends que ça dépend de chaque situation. Puis, tu sais, je comprends que certaines personnes, par exemple, parents monoparentales avec comme plusieurs enfants ou autres, tu sais, ça se peut qu'on ait vraiment pas le temps, tu sais. Puis, le but, c'est pas de mettre la pression sur personne non plus. Mais, tu sais, le temps va pas apparaître par magie si on le met pas, tu sais. Il faut qu'on le fasse une priorité. Puis, si on n'a pas envie que ça soit une priorité, c'est correct aussi, tu sais. Mais si on veut que ça le soit, ben, il va falloir le faire un petit peu puis le planifier, ce temps-là. Puis pour avoir envie de le planifier puis d'y faire la place, ben, il faut savoir c'est quoi la sexualité qui vaut la peine qu'on y fasse une place. Puis c'est souvent là le problème, c'est que les gens ont pas envie de faire une place parce que la sexualité qu'ils ont en ce moment est ordinaire, tu sais. Fait que la première étape, moi, souvent, que je vais faire avec les personnes, les couples, peu importe, ça va être d'aller définir c'est quoi vraiment qu'ils veulent, tu sais, c'est quoi une sexualité, leur sexualité idéale, une sexualité qui répond à leurs besoins, tu sais, une sexualité qui vaut la peine d'être désirée. Puis une fois qu'on sait ça, puis qu'on connaît beaucoup plus nos besoins, qu'on connaît nos limites, ben c'est beaucoup plus facile d'avoir envie de faire de la place dans notre vie aussi. Je pense que tu viens... c'est peut-être une question un peu stupide, mais je pense que... en fait, je sais pas la réponse. Pourquoi c'est important d'avoir, tu sais, de mettre en priorité la sexualité dans un couple, dans une relation? Tu sais, pourquoi, qu'est-ce qu'on oublie dans le quotidien, puis que, tu sais, la vie prend charge, on met ça de côté, mais pourquoi c'est important de garder ça, de mettre ça en priorité dans une relation de couple pour que ça, pour que la relation continue à être bien avec le temps, là? Ouais. Ben, ça dépend encore là, tu sais, beaucoup, je pense, de chaque personne, puis des couples, il y en a pour qui, justement, ça va être moins une priorité que d'autres, mais je pense que si on parle, tu sais, de l'intimité au sens large, tu sais, c'est un des éléments qui va contribuer, tu sais, à la satisfaction des couples sur le long terme. Fait que c'est sûr que c'est une des choses qui nous permet de se sentir connectés. Puis souvent, quand il y a comme un écart de désir, c'est là où on vient que la sexualité nous éloigne, tu sais, plutôt que de nous rapprocher. Ça va même avoir l'effet inverse, justement, de nous éloigner dans différentes sphères aussi de notre vie, tandis que si on réussit à bâtir un petit peu cette sexualité-là qui répond aux besoins de chaque personne, puis qui est aux limites aussi, puis qui donne envie, ben ça permet, tu sais, de se sentir comme plus connecté, ça aide à la satisfaction du couple aussi plus sur le long terme aussi. Puis, un peu ma dernière question là-dessus, avant que je transitionne à un des autres éléments que tu as parlé au début, mais si il y avait 3 choses que à la fin de l'épisode que tu voudrais que les gens repartent avec, soit 3 conseils ou 3 trucs vraiment pratiques que les gens peuvent intégrer dans leur vie s'ils choisissent maintenant, ou 3 choses que tu penses que les gens devraient savoir à propos justement de la sexualité en général, ça serait quoi ces 3 choses-là? C'est une bonne question. C'est difficile, il y en aurait tellement, je pense. Mais un des éléments là en lien, quand je disais, tu sais, de son idéal de sexualité, une sexualité qui répond à ses besoins, je pense que ce qu'on fait pas assez, c'est de justement se poser la question de ce qu'on veut puis ce qu'on a besoin dans notre sexualité. Tu sais, souvent, même sans s'en rendre compte, on va reproduire une sexualité qui répond à la norme, puis c'est normal parce qu'on en entend tellement pas parler. On parlait au début de comment c'est tabou, puis souvent, ben, on va reproduire certaines choses qu'on a vues à la télé, dans la porno, dans les médias, sans nécessairement s'être posé la question de est-ce que ça me convient vraiment? Est-ce que c'est réellement ça que je veux puis que j'ai envie dans ma sexualité? Puis ça contribue au fait que c'est difficile d'être satisfait quand notre sexualité répond pas à nos besoins. T'sais. Fait que je pense que de juste se poser la question de ben, est-ce que ce qui est présent en ce moment, tu sais, ça répond à mes besoins? Ou juste à une norme sociale, puis de redéfinir ça aussi avec le temps, tu sais, parce que ce que t'aimais hier, tu l'aimeras peut-être pas aujourd'hui, fait que c'est tout de refaire un petit peu cette introspection-là, tu sais, régulièrement, là, surtout dans des grosses périodes de changement, là, je pense au fait de devenir parent, par exemple, ben, ce que t'aimais avant, tu l'aimeras peut-être plus maintenant, puis c'est correct, il faut juste te reposer la question de temps en temps, voir si j'ai moins de désir, est-ce qu'il y a peut-être certaines choses, tu sais, qui fonctionnent pas dans ma sexualité puis que je devrais revoir. Ça, je pense que c'est vraiment un des éléments principaux, même s'il y en a comme plusieurs sous-éléments là-dedans que j'ai nommé aussi, là. Mais, puis sinon, ben, le contexte, je dirais, de prendre le temps de voir c'est quoi un contexte pour moi qui va être favorable au désir, puis à l'inverse, c'est quoi un contexte qui va être défavorable, puis de recréer, tu sais, des éléments qui font partie d'un bon contexte pour le désir. Tu sais, je parlais tantôt, ça va vraiment dépendre de chaque personne, mais tu sais, un contexte qui va être érotique, moins de stress, dans une relation, il y a beaucoup d'affection, tu sais, ça, pour plusieurs personnes, c'est ce qui va contribuer à un bon contexte. Fait qu'il faut prendre le temps de le recréer, tu sais, c'est ça qui va faire en sorte que ça va être plus facile, que ça va être plus propice pour que le désir puisse naître aussi. Puis,
Une autre chose, je pense, si on y va encore un petit peu avec le désir, le corps de désir, ben ça serait peut-être de prendre conscience des dynamiques qui vont être présentes comme dans le couple puis qui vont renforcer cet écart de désir-là, tu sais, de prendre le temps de voir un petit peu est-ce qu'il y a certaines choses qu'on va éviter, soit d'aborder, ou certaines formes de rapprochement qu'on va éviter. Pourquoi? Est-ce que c'est, comme je disais tantôt, tu sais, parce qu'on a peur que l'autre se fasse des attentes ou soit excité, fait qu'on va juste tout éviter ça. Ça aussi, c'est quelque chose qui va venir renforcer souvent le corps de désir, parce que c'est des choses qui pourraient stimuler le désir, mais si on les évite, ben là, on rentre un petit peu dans un cercle vicieux, t'sais. Des fois, la personne qui a plus de désir va juste arrêter d'initier, parce qu'elle a l'impression que c'est toujours refusé ou autre, fait que, ou va mettre peut-être moins d'efforts dans la façon d'initier, tu sais, peut-être que si au début, prenait plus le temps de créer un bon contexte, de faire des choses qu'elle savait qui turnaient on son autre partenaire, mais des fois, on rentre un petit peu dans une routine, puis là, ben, soit un petit peu moins d'effort qui est mis parce que ben c'est moins difficile de se faire refuser, tu sais, quand il y a quand on a juste demandé à l'autre ça te tente-tu, tu sais, mais si on fait juste demander à l'autre personne toujours dans le même contexte, à la même heure, ça te tente-tu, puis que c'est pas un contexte qui est propice pour l'autre, puis c'est pas une façon qui turn on l'autre personne, ben c'est sûr qu'on va avoir l'impression qu'elle dit toujours non. Fait que de prendre conscience un petit peu de toutes ces dynamiques-là qui nuisent, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire aussi, là. Qu'est-ce que j'aime de ton approche, c'est qu'en fait, tu sais, oui, ça paraît peut-être épeurant à la base, c'est des questions... Ah, voilà, Mousse. C'est des questions qu'on prend pas le temps de se poser souvent, mais honnêtement, qu'est-ce que j'aime de ton approche, c'est que, tu sais, c'est rien de, entre guillemets, compliqué. T'es pas en train de demander aux gens de faire, tu sais, des affaires super, tu sais, qui leur sortent de leur zone de confort, rien de vraiment compliqué, mais en fait, tout simplement d'apprendre à se connaître, tous tes aspects toi-même, puis j'aime ça parce que c'est vraiment un message qu'on parle beaucoup de ça sur le podcast, puis ça fait juste montrer que c'est tellement important à travers tous les éléments, tous les aspects de ta vie. Ouais. Fait que je trouve ça vraiment cool de pouvoir le partager comme ça. Puis on s'est parlé un peu en micro fermé avant, mais je voulais vraiment être sûre de dédier une place sur le podcast aujourd'hui, sur l'épisode, à propos de justement la violence conjugale, que ça soit physique, verbale, sexuelle, dans ses formes. Je suis pas professionnelle là-dedans, fait que je veux pas trop m'aventurer, mais je sais que suite à un épisode que j'ai fait, j'ai eu quelques questions, puis les gens voulaient avoir plus d'informations sur où ils peuvent aller chercher de l'aide dans ces situations-là, il y a de l'espoir de s'en sortir et de revivre des belles relations après avec tes prochains partenaires, puis peut-être comment dans le moment quelqu'un peut aller travailler. Je voulais vraiment te laisser la place avec ce que tu étais à l'aise, ce que tu vois, ce que les gens peuvent peut-être essayer, l'aide qu'ils peuvent aller chercher. Je te rouvre la porte pour ça. Ben, c'est sûr que c'est un sujet qui est assez délicat, puis ça dépend de chaque situation aussi, mais on parlait tantôt de l'IVAC, je pense que déjà c'est quelque chose que des fois on connaît pas cette ressource-là, mais d'aller voir pour les personnes qui sont éligibles, IVAC, l'indemnisation pour les victimes d'actes criminels, qui peuvent rembourser des consultations en sexologie avec d'autres professionnels en santé mentale, puis plein d'autres choses aussi là en lien par exemple avec la sécurité, des cours d'autodéfense, des choses pour se sentir plus en sécurité dans sa maison, des frais de déménagement si on craint pour sa sécurité, tu sais, c'est vraiment vague aussi, fait que je pense que d'aller vers les bonnes ressources, ça peut aider aussi, tu sais, il y a beaucoup d'organismes aussi, comme, tu sais, moi je suis à Québec, là, à Québec c'est Viol Secours, il y a beaucoup d'organismes aussi, tu sais, qui peuvent aider puis offrir des services gratuits même de consultation, fait que, tu sais, pour que au moins l'aspect financier soit pas un obstacle à son cheminement de rétablissement après, de se reconstruire après. Je pense que c'est important, tu sais, de dénommer, là, parce qu'ils sont pas encore assez connus, là, selon moi. Non, c'est vraiment super. Puis on va mettre les liens dans les show notes. Merci. Ouais. Puis, sinon, ben, il y a plusieurs choses qu'on peut travailler en consultation, mais encore là, ça va vraiment dépendre de la situation. Tu sais, c'est sûr, moi, je suis sexologue, il y a aussi des sexologues psychothérapeutes. Des fois, en psychothérapie, on peut aller travailler, excluant moi, mais comme les psychothérapeutes peuvent aller travailler de façon un petit peu plus profonde sur des schémas, par exemple, de pensée, de comportement, tu sais, qui ont peut-être amené, tu sais, ou que contribué, tu sais, à se retrouver dans des situations comme ça. Puis, ce que je trouve délicat en parlant, c'est que je veux tellement pas rentrer, comme je te disais avant qu'on commence, tu sais, dans le victim blaming. Fait que c'est aucunement ça le but, tu sais, c'est sûr que
personne responsable dans toutes les situations, c'est la personne qui a commis l'agression, la violence, ou peu importe. Mais ça reste qu'à titre préventif, il y a aussi des choses qu'on peut faire pour éviter de se retrouver dans des situations comme ça, parce que c'est quand même prouvé que quand on a été dans différentes situations de violence conjugale, sexuelle, on peut avoir tendance à se retrouver encore une fois dans des situations similaires. Puis il y a différentes choses qui expliquent ça. Mais des façons d'éviter ça, c'est de travailler, par exemple, souvent ce qu'on va travailler, dans les consultations, c'est sûr que ça va être entre autres d'aller diminuer la culpabilité, le sentiment de responsabilité par rapport à ce qu'on a vécu. Ça, c'est vraiment la base, d'arrêter de se sentir coupable, par rapport à cette situation-là. Mais on peut aussi travailler à comment mettre ses limites, dans une relation actuelle, dans des prochaines relations aussi, comment reconnaître des red flags, est-ce qu'il y a certaines choses qu'on aurait pu voir peut-être puis qu'on n'a pas vu, ou dans des prochaines relations, en tout cas, on pourrait mieux voir la prochaine fois dès les débuts, aussi pour pas se retrouver dans des situations comme ça. Puis si on en voit des red flags, qu'est-ce qu'on peut faire, C'est sûr que ça, de en parler avant de se retrouver dans les situations, c'est plus facile après quand on se retrouve dans une situation comme ça, on sait quoi faire, on en a déjà parlé. Ouais, puis absolument. Puis pour quelqu'un, justement, qui a pris le temps, sont allés faire le travail avec les psychothérapeutes, sexologues, tout ça, puis que maintenant, ils se retrouvent dans une relation saine, mais qui ont encore soit des blocages ou qui ont de la misère à peut-être en parler avec leur partenaire ou de se sentir bien dans ces moments-là plus intimes dans le couple. Est-ce qu'il y a des conseils plus high level qu'on est capable de donner à ce niveau-là? Je suis sûre que c'est quelque chose qu'on travaille aussi dans les sessions de thérapie, mais des fois, je peux m'imaginer que d'en parler avec quelqu'un, justement, que c'est safe, ça peut quand même être difficile pour quelqu'un. Vraiment, puis ça, c'est une des choses qu'on va travailler aussi, sur le sentiment de sécurité. Dans le fond, c'est quelque chose qui va se reconstruire petit à petit en étant exposé à des situations dans lesquelles on va être en sécurité, qui vont bien se passer, à des expériences qui vont être positives, quand on a vécu des expériences sexuelles ou autres qui vont avoir été négatives. Une des premières choses, ça va être d'identifier un petit peu, c'est quoi, premièrement, de créer un contexte ou, de créer un environnement dans lequel on va se sentir safe, à une personne avec qui on va se sentir safe pour le faire, mais d'arriver à identifier, c'est quoi les déclencheurs, par exemple, c'est quoi qui va venir nous trigger, puis qu'est-ce qu'on a besoin dans le moment, comment ça nous fait sentir ces différentes choses-là, puis juste d'apprendre à s'écouter, dans le fond, qu'est-ce que j'aurais besoin, de prendre une pause, qu'est-ce qui me ferait sentir un petit peu mieux dans ce moment-là. Fait que ça va être un certain travail qu'on va faire là, pour être capable de répondre à nos besoins quand il y a différentes choses qui vont venir comme déclencher. J'ai zéro formation là-dedans, mais je pense que je dirais plus ça de façon comme un ami, s'il y a quelqu'un qui écoute que ça vous touche, mais de pas être gêné, d'être obligé de mettre vos limites, de prendre son temps. Je pense souvent quand c'est une nouvelle relation, je peux m'imaginer que c'est le fun, puis c'est excitant, puis souvent il y en a que pour qui ça va vite, pour d'autres ça va moins vite, puis de prendre son temps, puis de vraiment attendre d'être bien avant de faire quoi que ce soit et pas le faire en plaisir de quelqu'un, pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, j'aimerais dire là. Écoute, je m'y connais pas, mais c'était mon two cents. J'ai une dernière question pour toi reliée à ça. C'est peut-être pas la bonne section pour le mettre, mais je pense que ça peut peut-être jouer ensemble. C'est quelque chose que moi, j'ai déjà vécu. Puis j'ai jamais eu quelqu'un pour valider ça pour moi. Mais j'ai, là, quelques années avant d'être avec mon nouveau chum, j'ai réalisé que la réaction que ton corps pouvait avoir à quelqu'un pouvait t'en dire beaucoup sur, justement, un potential red flag. Puis, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, tu sais, je pense que à cause des films qu'on voit, les livres qu'on lit, les choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, on pense vraiment que le signe qu'on a trouvé notre personne, puis la bonne personne, puis que c'est un bon fit, c'est qu'on fait les feux d'artifice, puis l'électricité, puis la chimie, puis tout ça. Puis, souvent, j'ai appris par après, à travers des livres que j'ai faits, du travail que j'avais fait, que des fois, ce signe-là peut justement démontrer le contraire, que ton corps reconnaît une habitude qui est habitué d'aller chercher chez quelqu'un, mais que ça veut pas dire nécessairement que c'est un bon choix pour toi. J'imagine que ça va varier de contexte, mais qu'au contraire, souvent, les personnes qu'on rencontre
que justement, il y a peut-être moins de chimie, il y a peut-être moins d'électricité, mais qu'au contraire, ton corps se sent vraiment safe, puis il est juste peut-être pas habitué d'avoir cette sécurité-là, que ça peut être un vraiment bon signe que tu as trouvé une bonne personne pour toi. Je serais curieuse de savoir ton opinion là-dessus. J'ai jamais pu vraiment poser la question à quelqu'un. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent jouer là-dedans? Ouais, puis c'est vraiment le fun que t'en parles, tu sais, je pense qu'on en parle un petit peu de plus en plus, là, mais en effet, tu sais, moi, j'aime vraiment ça, aborder comme ce que les médias, puis les films romantiques, puis les comédies, tu sais, des années 2000 ont impacté notre vision, là, par exemple, de l'amour, des relations, puis il y a souvent ça, là, cette recherche de feux d'artifice, de papillons, là, puis tu sais, au final, souvent, mais ça va être des signes que notre système nerveux est activé un petit peu, puis des signes qui sont pas nécessairement des signes positifs, là, en début de relation, tu sais, c'est pas nécessairement... c'est pas vraiment normal, là, en fait, de ressentir ça, ou tu sais, du moins, ça peut souvent être un signe qu'il y a peut-être quelque chose qui fonctionne pas, tu sais, que ça soit ces palpitations-là, tu sais, avant de recevoir un message texte, ben, tu sais, est-ce que c'est parce que la personne est un petit peu imprévisible là-dedans, tu sais, aussi, puis que ça crée comme certaines réactions au niveau de notre cerveau, qu'on veut comme aller rechercher cette réponse-là quand on reçoit un signe d'attention, un signe, tu sais, d'intérêt, parce que c'est comme difficile à saisir comment l'autre personne est dans ce début de relation-là. Ben, ça, c'est pas nécessairement un signe positif, là, tu sais, en effet, dans une relation, on devrait pas vivre toutes ces insécurités-là puis ces questionnements-là nécessairement en début de relation. Tu sais, encore là, ça va vraiment dépendre de chaque personne puis de son expérience, là. Mais de façon générale, en effet, des fois, pour des personnes aussi qui ont été beaucoup dans des relations de montagnes russes ou là-dedans, mais ça peut être difficile. Puis dans des débuts de relation, on va avoir l'impression que ben c'est plate, tu sais, puis que c'est pas normal, puis que c'est pas ça qu'on devrait rechercher, tu sais, que c'est pas ça comme l'amour. Mais des fois, ça peut avoir l'air plate au début de relation saine, mais c'est ça qui permet de bâtir, tu sais, quelque chose sur le long terme, tu sais, versus les espèces de relations en montagne russe, là, imprévisibles, qui amènent des papillons qui sont au final juste une réponse de stress, tu sais. Non, c'est ça. Puis je trouvais ça important de le partager parce que, en fait, j'ai fait un autre épisode sur justement l'anxiété au niveau des relations, là, maintenant quelques semaines, mais c'est en anglais. Fait que pour ceux qui écoutent en français, ils ont peut-être pas tout catché là-dedans, mais je sais qu'on a beaucoup de filles avec de l'anxiété qui écoutent le podcast. Puis moi aussi, je suis une de ces filles-là. Puis je sais que, justement, au début, quand j'ai ressenti justement un peu, ben, tu sais, ça veut-tu dire qu'il se passe rien? Ça veut-tu dire que, je suis pas dans la bonne place? Il y a tellement de anxiété qui a spiralé de ce moment-là, de justement, parce que on pense que c'est ça qu'on a de besoin, mais que finalement, justement, comme tu as dit, c'était un signe que genre mon système nerveux était pas bien du tout, puis était pas reposé avec, tu sais, peu importe c'est qui cette personne-là. Je voulais peut-être juste faire un dernier point, juste sur l'anxiété de relation en général. Si tu as quelques mots à dire, justement, là, on vient de donner un vraiment bon exemple de peut-être qu'un signe qu'on pense qui est supposé être bon peut être indiquer qu'il y a quelque chose qu'il faut peut-être aller regarder plus près. Y a-t-il d'autres choses qui te viennent en tête dans ce sphère-là que les gens devraient faire plus attention ou devraient le savoir parce que, tu sais, tant que tu le vis pas, tu le sais pas. Mais tu sais, je pense que c'est d'aller regarder la compatibilité au-delà de juste cette réponse-là, tu sais, du corps aussi, puis de se poser les questions avant, je pense, de rencontrer quelqu'un, tu sais, par rapport à qu'est-ce qu'on veut dans une relation. Ça peut aider aussi, tu sais, à ce que ça soit plus facile en début de relation, puis de faire attention, je pense, au love bombing. Tu sais, on en entend un petit peu de plus en plus parler, je sais pas si t'as déjà entendu le terme, mais tu sais, ouais, ça c'est... Quand en début de relation, tu sais, souvent on va avoir l'impression que ce que la personne dit est un peu comme disproportionnel au temps qu'on se connaît, par exemple. Je sais pas si je le définis vraiment bien, mais tu sais, exemple, une personne qui après quelques jours, 1 ou 2 semaines, va nous parler vraiment comme d'engagement à long terme, de mariage, d'enfants, à différents degrés, là, mais vraiment va nous bombarder avec des gros paragraphes d'amour ou le fait qu'on est vraiment la personne parfaite, son idéal. Ça, c'est des choses qui vont faire en sorte que ça va être beaucoup plus difficile de voir des red flags quand on va être comme bombardé de tout ça au début, parce que c'est ça qu'on va rechercher un petit peu, tu sais, puis c'est normal, on veut se sentir aimé, on veut se sentir vu, on veut se sentir important. Fait que ça va rendre ça beaucoup plus difficile de voir les red flags en début de relation quand c'est présent. Fait que c'est une des choses à faire attention aussi. Fait que je pense que avant de rencontrer, tu sais, de s'être posé la question par rapport à qu'est-ce que je recherche chez une personne, de revenir un petit peu à ça, là.
sans nécessairement créer une liste là, vraiment super précise puis trop spécifique puis impossible à répondre comme critère, mais je pense que c'est normal d'avoir comme ces indispensables dans une relation, tu sais, puis de s'en tenir, tu sais, parce que des fois quand on se retrouve dans des situations comme ça, tu sais, on peut même être plus accroché au fait que ben là la personne a telle chose, mais tu sais elle m'aime, fait que ça je pense que c'est des choses qui peuvent se changer, mais tu sais si on commence une relation avec l'espoir que la personne va changer là, ça part pas très bien. Ça part mal. Non, parfait. Puis honnêtement, je pense que ça va tellement, c'est tellement helpful ce que tu viens de dire. Puis je pense que, écoute, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais je pense que c'est tellement important. Puis il faut se le rappeler, surtout quand c'est devenu, bref, les opinions, c'est public, les gens voient qu'est-ce que tu veux montrer, tout ça, ça peut devenir très, comment je vais dire ça? Pas concentré sur les bonnes choses. C'est ça que je dirais. Puis souvent, comme tout plein de choses, on n'a pas la bonne information. Puis je pense que là, on vient de donner vraiment un bel exemple de justement quelque chose qu'on pense qui est supposé être là, mais que finalement, c'est peut-être pas bon signe. J'aimerais terminer rapidement avec 2 questions que je pose à la fin de chaque podcast. Le premier est vraiment autour de la santé mentale. C'est un des gros thèmes de What Moves You, une des grosses raisons pourquoi j'ai pas commencé le podcast. Puis comme ça varie pour tout le monde, je suis toujours curieuse, de savoir les choses que tu fais pour prendre soin de toi et de ta santé mentale dans ton quotidien. Ah, c'est rare qu'on me pose des questions que j'aborde des choses vraiment par rapport à moi ou tu sais ma personnelle. Mais certaines choses que je fais. Mais je pense que en ce moment, là, tu sais, je suis un petit peu justement dans un processus d'essayer d'être plus, de suivre mes propres conseils aussi que je suis en consultation, puis d'écouter plus, tu sais, mes propres besoins. Puis ça me fait penser, en ce moment, c'était beaucoup dans le contexte, tu sais, de mon travail, je pense, d'accepter que la productivité ou l'énergie, c'est quelque chose qui fluctue, tu sais. Fait que d'être un petit peu plus à l'écoute de ça, de voir que c'est normal qu'il y ait des phases, par exemple, que, je vais avoir plus d'énergie, je vais être plus productive, plus créative, puis de juste accepter les moments où c'est plus difficile sans me mettre de la pression puis forcer certaines choses, tu sais. Surtout Absolument. que c'est sûr que j'ai le privilège de pouvoir me le permettre, là, comme travailleur autonome aussi, mais je pense que d'être plus à l'écoute de l'énergie que j'ai, d'adapter comme un peu mon travail puis mes tâches en conséquence, c'est vraiment quelque chose qui est comme ça. C'est un vraiment bon conseil. Vraiment bon conseil. Puis la dernière question que j'ai pour toi, le podcast s'appelle What Moves You. J'ai créé le podcast, je l'ai nommé What Moves You parce que dans des années, dans des périodes plus difficiles, avec mes problèmes de santé et tout ça, c'est une question à laquelle je suis revenue souvent pour un peu me donner un objectif, une ligne de vision à travers, tu sais, les petits nuages, puis vraiment revenir aux petites choses qui nous font du bien. Tu sais, je pense que des fois, on passe tout à travers des scènes où que les grosses choses sont un peu blurry, on sait pas par où qu'on s'en va, on sait pas pourquoi qu'on est dans la saison où qu'on est présentement. Bref, peu importe c'est quoi, de revenir à les petites choses qui nous font du bien, puis notre purpose, notre why, c'est vraiment important, puis je veux le mettre front and center à chaque épisode. Fait que si j'avais à te poser la question, c'est quoi qui te move, ça serait quoi ta réponse? C'est difficile, tu sais, par exemple, est-ce que tu as des exemples un petit peu de pour toi, tu sais, c'était quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que pour moi, je vais le séparer en 2 catégories, peut-être pour te donner quelques options. Fait que d'un point de vue, je savais vraiment que dans ces moments-là, justement, où que j'étais pas motivée, ma santé était à terre, j'avais quasiment pas d'énergie pour faire les choses que d'habitude j'aimais faire, m'entraîner, bouger, aller dehors, tout ça. Je suis revenue vraiment à me concentrer sur vraiment les petits moments de plaisir à travers ma journée. Que ça soit un câlin avec mon chien le matin, ou prendre mon café avec une amie, ou aller voir le soleil, right? C'est toutes des petites choses que dans ces moments-là, en me concentrant sur ces petites choses-là, j'ai été capable d'aller retrouver un peu mon soleil, qui est un peu dramatique comme exemple, là, mais bref, c'est comme ça que je me sentais à ce moment-là. Puis à travers ces petits moments-là, je suis revenue au fait que, au-delà de passer à travers des moments de santé vraiment difficiles ou que je voyais pas nécessairement la porte de sortie, je savais que à quelque part, tout ce que j'allais vivre allait m'amener à pouvoir aider les gens en bout de ligne à passer à travers leur propre challenge, leur propre struggle à propos de leur santé mentale, puis toutes les choses qui vont là-dedans. Fait que si j'avais à répondre largement c'est quoi qui me move, c'est de savoir que le travail que je fais à tous les jours a la possibilité de vraiment aider les gens à passer à travers leurs propres défis de santé. Fait que ça serait ça le mien. J'espère que ça t'aide. C'est rare que je suis obligée de le répondre.
Non, c'est bon. C'est vraiment intéressant. Mais c'est sûr que, tu sais, en faisant ce que je fais comme emploi, je pense que clairement, c'est une des choses aussi, tu sais, que d'essayer, si je vais, tu sais, en lien avec justement la sexologie puis tout ce que je fais comme sexologue, ça serait de briser les tabous, je pense, puis tu sais, d'aborder des sujets qui sont nécessaires, mais qu'on n'a pas été habitués d'aborder, qui sont un petit peu plus difficiles, tu sais, de diminuer toute la culpabilité puis la pression comme qui entoure la sexualité, puis je pense que beaucoup de personnes ont besoin de se sentir comme compris normal là, en lien avec la sexualité, puis c'est beaucoup ça qui est au centre de ce que je fais là. Puis c'est une très belle façon de terminer ça. Fait que, écoute, Emmanuelle, merci beaucoup d'avoir pris la dernière petite heure pour parler avec moi. Je sais que, du moins j'espère que ça va avoir aidé tous ceux qui écoutent. Pour ceux qui ont écouté tout ça puis qui sont peut-être intéressés à travailler avec toi, c'est où qu'ils peuvent aller te trouver? Ben, je suis vraiment active sur Instagram, fait que je dirais que pour être à l'affût de comme tout ce que je fais, là, c'est principalement là. EB sexologue, mes initiales sexologue. Puis sinon, ben c'est sûr que tu sais, moi j'offre des consultations un petit peu comme je faisais allusion. J'ai de moins en moins de place, mais encore un petit peu des consultations individuelles ou de couple pour les différents enjeux qu'on a abordés, tout en virtuel là, pour les résidents du Québec. Puis sinon, ben j'ai aussi mon programme qui lui est accessible pas mal par tout le monde, n'importe où, parce que j'imagine qu'il y a des gens aussi, je pense, tu sais, en Europe qui écoutent ton podcast ou ailleurs. Fait que j'ai aussi mon programme pour les corps de désir, là, tu sais, je l'ai pas mentionné tantôt, mais tout ce qu'on abordait par rapport à les corps de désir puis les couples, j'ai comme créé un programme pour être capable d'accompagner plus de personnes puis de couples là-dedans, à se retrouver puis à mieux gérer les corps de désir. Fait que ça aussi, mon programme désir, c'est quelque chose qui est possible pour être accompagné. Vraiment cool. Ben, gang, merci d'être là aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions pour moi ou Emmanuel, vous pouvez les envoyer par DM ou les laisser dans les commentaires de Spotify. Puis sinon, ben, je souhaite une très belle journée à tout le monde. Puis on se voit lundi prochain.